voilà que nous allons nous intéresser à ce que certains appellent le cratère du volcan. En se posant cette question aujourd'hui, est-ce que le Liban pouvait longtemps rester en dehors du conflit syrien? Le Liban, la question est bien sûr sur toutes les lèvres. Le Liban est-il à nouveau piégé par son puissant voisin syrien? Alors que le conflit entre le régime de Bachar al-Assad et la rébellion s'enlise et que le bilan s'alourdit aujourd'hui à presque 35 000 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la crainte d'une contagion est donc plus forte que jamais, d'une contagion à toute la région et principalement d'abord le Liban. Vendredi, vous le savez, le général libanais Wissam al-Hassan est mort dans un attentat alors que ce militaire était l'une des bêtes noires du régime syrien. Bachar al-Assad est immédiatement accusé par l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri d'être derrière l'attentat, une déclaration qui fut suivie par de nombreuses diplomaties avec plus de guillemets, notamment par celle du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a jugé, je cite, probable l'implication de Damas. Bachar al-Assad cherche-t-il donc à déstabiliser son voisin libanais pour exporter un conflit qui s'enlise? Va-t-on vers une nouvelle guerre au Liban? Prenons beaucoup de précautions évidemment en disant tout cela, mais enfin, comment le Liban pourra-t-il rester ou ne l'est-il déjà plus en dehors du conflit syrien? Pour essayer d'y répondre, ou tout de moins pour essayer d'y voir plus clair dans les enjeux et les rapports de force, nous recevons ce matin Antoine Basbous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin en direct sur France Culture. Vous êtes directeur de l'Observatoire des pays arabes et auteur notamment du tsunami arabe chez Fayard. Et avec nous, Frédéric Lafont, bonjour. Bonjour. Documentariste, prix Albert Londres, s'il vous plaît. Je ne vais pas citer la longue liste de tous vos documentaires, on se référera aux documentations. Vous avez réalisé beaucoup de choses et notamment déjà au fond sur le Moyen-Orient et sur le Liban. Et là, vous rentrez de 3 ans de tournage au Liban pour préparer une série qui sera diffusée sur France 5 en janvier, dont vous avez déjà le titre. Je souhaitais l'appeler Liban mon amour, mais ça s'appellera de façon plus classique Liban des guerres et des hommes. Ah ben oui, parce que le temps de l'amour c'est fini. Non, ça continue. Alors pour commencer, donc avec vous deux, essayer de comprendre à la fois tous les ressorts géopolitiques de cette question et puis aussi d'essayer de comprendre et d'avoir avec vous, Frédéric Lafont, notamment aussi la couleur, la rumeur de la rue, comme on dit au Liban. Mais peut-être tout d'abord, refaire un point, et pour bien comprendre le point de départ de ce qui se passe aujourd'hui, avec vous, Antoine Basbous, qui était ce général Wissam al-Hassan qui a été donc assassiné le 19 octobre dernier? C'est un chef de l'une des 4 agences de renseignement au Liban, sans doute la plus professionnelle, sans doute l'homme qui a fait mordre la poussière au service syrien, dont la dernière capture a été l'arrestation d'un ancien ministre libanais qui transportait dans sa voiture 24 charges explosives avec des instructions du chef des renseignements syriens en direct, parlant au nom d'Assad, dont ce ministre a été le conseiller et toujours le conseiller. Et donc, ça a été quelque chose de phénoménal. Personne n'a voulu croire jusqu'au jour où les renseignements libanais de la gendarmerie ont mis sur la place publique les aveux, les photos et les images enregistrées de cette livraison de bombes. Donc, à partir de ce moment-là, cet homme se savait encore plus menacé par le régime syrien. Il n'est pas le premier à avoir été éliminé. Il avait un adjoint qui a mis à jour le réseau téléphonique qui a servi qui était un réseau fermé qui a servi à l'assassinat de Hariri en 2005. Cet autre officier... C'était un inlassable enquêteur, enfin ces 2 hommes dont vous parlez, aussi pour élucider les questions et les raisons de l'assassinat de Rafik Hariri. Oui, donc le premier c'était un commandant, il a été éliminé par une voiture piégée il y a 4 ans, et maintenant c'est le tour du général El Hassan qui est arrivé. Dans quelle mesure, Antoine Basbous, peut-on donc imputer la responsabilité de cet attentat à Bachar al-Assad? Je pense que ça coule de source. C'est la bête noire du régime syrien. Je vous rappelle qu'officiellement, le gouvernement Assad a condamné cet acte terroriste. Évidemment, comme toujours, comme quand il faisait enlever des ressortissants occidentaux ou français au Liban, il le faisait revendiquer par une organisation inconnue et lui, il condamnait. Bien qu'on découvrait plus tard que ce sont les réseaux syriens qui avaient agi et qui ne reconnaissaient pas. Dans ce genre de situation, quels que soient les pays, sauf pour le cas de Bin Laden, qui agissent, ne revendiquent pas.
Alors, Antoine Mazboussian, cynique une seconde, on se dit, bon, un attentat de plus dans ce conflit fraternel qui met en jeu quelques identités meurtrières, comme dirait Amin Mahalouf. Et pourtant, quand on décrypte le langage diplomatique, prudent généralement, et qui d'ailleurs le reste malgré les guillemets, on note qu'un conseiller politique libanais dans le Washington Post du 19 octobre dernier répète tout de même 3 fois quelque chose. Il dit « Sa mort est un événement très, très, très important. Et on ne peut pas imaginer quelles en seront les conséquences. » Oui, parce que 3 fois, en général, on n'assiste pas comme ça. Cet homme représentait l'agence la plus patriotique parmi les 4 agences de renseignement libanais. Il avait le matériel et la volonté de parvenir à des résultats. Il l'a fait au détriment des réseaux israéliens démantelés, au détriment des réseaux syriens démantelés, dont le dernier, donc celui de Samaha. Et donc, c'était un homme qui a ses relations, ses réseaux avec les autres agences internationales. Et donc, il avait la dernière technologie qui lui a permis d'avancer dans ses enquêtes. Et donc, c'est pour ça, c'est un homme sur le plan technique, sur le plan du renseignement pur, sur le plan patriotique, était quelqu'un de central. Mais il faut ajouter à cela le fait que nous sommes aujourd'hui au Liban, c'est-à-dire le théâtre de cette grande crispation entre sunnites et chiites à l'échelle de la région. Non, il était sunnite, lui. Il était sunnite. Et de ce fait, l'alliance chiite, c'est-à-dire le croissant qui s'étend de la Caspienne jusqu'à la Méditerranée à travers le réseau iranien, Iran, Irak, Syrie alawite, Hezbollah au Liban, eh bien, c'était son adversaire principal dans ce pays. Et donc là, il faut lire ce qui est arrivé depuis, ces morts qui sont tombés avec lui le vendredi et depuis à Tripoli et à Beyrouth, comme étant l'expression de cette crispation à l'échelle régionale, confessionnelle entre sunnites et chiites. C'est donc bien fini le temps de la distanciation. La distanciation. Il faut rappeler ce que c'est, ce moment, notamment où on a décidé que tout le monde est serré, secteur religieux, quartier religieux par quartier religieux, de ne pas interférer et de respecter une sorte de neutralité, voire de distanciation, et vis-à-vis des conflits de la région. C'est un terme qui a été sorti par le Premier ministre Mikati pour dire « ne nous mêlons pas au conflit syrien ». Mais en réalité, les Libanais sont précipités dans la brèche pour, côté sunnite, essentiellement soutenir l'opposition à Bachar el-Assad, et côté chiite, c'est le Hezbollah, à s'engager à devenir co-belligérant aux côtés de l'armée d'Assad. Impossible. Donc la distanciation, ça a été une formule magique, mais qui n'a pas été suivie d'effet, parce qu'en même temps, les Syriens sont extrêmement présents à l'intérieur du gouvernement libanais, à travers leurs alliés du Hezbollah, du général Aoun, de Amal. Et donc, de ce fait, la parole n'avait pas des actes derrière. Le Hezbollah a revendiqué qu'il était devenu co-belligérant en Syrie. Il a même enterré le chef de son armée de terre solennellement. Et donc, voilà, la distanciation, ça a été une formule qui n'a pas été suivie d'effet. Frédéric Lafont, vous étiez donc, je le disais, au Liban jusqu'au mois de juin dernier, alors que la tension déjà au fond montait à cause du conflit syrien. Avez-vous été surpris par l'attentat de vendredi dernier? Et cela dit, déceliez-vous, vous, éventuellement, au moment où vous tourniez votre documentaire, vous avez rencontré énormément de monde, déceliez-vous des signes qui laissaient présager que ça n'allait pas durer comme les impôts? Vous savez, souvent au Liban, on annonce que les choses vont reprendre et on fixe des dates extrêmement précises à la reprise d'un conflit, d'une guerre. Simplement, je ne peux pas me situer à ce niveau d'expertise. Pendant 3 ans, je me suis attaché à aller voir les sans-voix du Liban. Ceux qui ont tout perdu pendant ces guerres du Liban, depuis 1975, pour parler de guerre au pluriel, et qui finalement n'auront jamais été entendus. Les seigneurs de guerre, la guerre, rappelons-le, comme l'on disait civile, se termine en 1990. La première décision, c'est de s'auto-amnistier. Bref, on retrouve aujourd'hui au présent des hommes du passé, d'un passé sanglant pour ne pas dire criminel, et ce dans toutes les communautés. Et le peuple, lui, a perdu.
que ce soit chrétien, que ce soit sunnite, que ce soit chiite, on a tous perdu, puisque la guerre qui, comme telle commence, semble très claire. En 1975, on sait bien, des Palestiniens étaient opposés à des chrétiens et des musulmans, et la gauche soutenait les Palestiniens. Donc c'est pas une guerre confessionnelle seulement, comme on l'a bien souvent raconté. Elle est confessionnelle, elle est sociale, elle est politique. Et très très vite, les zones de fracture vont devenir extrêmement floues. Et on en arrive à ce que chacune des communautés se fasse la guerre. On tue dans la même maison. Et ça, c'était vrai dans toutes les communautés. Bref, il y a quelque chose qui échappe à tous nos récits, à toutes nos expertises, à nos analyses, c'est l'usure. C'est la fatigue. C'est que finalement, le Liban, comme tout pays, il espère tout simplement voir ses enfants aller à l'école, espérer que les pannes d'électricité qui sont là depuis toujours et les rationnements d'électricité cessent, et que les enfants qui doivent partir pour survivre à l'étranger puissent rester au Liban. Et ça, c'est le Liban fondamental. Et quand on rappelle, à juste titre, les zones de fracture sunnites, chiites, il faut aussi dire que parmi ces communautés, beaucoup de sunnites et beaucoup de chiites ne se retrouvent en aucun cas derrière les leaders qui parlent en leur nom. Et oui, nous avons l'habitude, effectivement, à chaque fois qu'on parle du Liban, de caractériser les gens par immédiatement leur religion, alors que vous dites au fond que dans la rue, on aimerait souvent s'en départir. Vous êtes d'accord avec cela, Antoine Bazbous ? Non, c'est une grille de lecture occidentale qui aimerait bien faire disparaître cette nature libanaise orientale. Moi, je dirais que les gens, quand ils ont voté, chez les chiites, ont largement voté pour le Hezbollah. Chez les sunnites, ont largement voté pour Hariri et le mouvement du futur. Ça veut dire qu'il y a une adhésion à un message. Je ne dis pas que c'est juste, qu'il faut faire cela. Le pays n'est pas laïcisé, ce n'est pas un pays laïque, c'est un pays fondé sur la répartition du pouvoir entre les communautés, entre les 18 communautés, de peur qu'une communauté ne vienne mettre la main sur l'ensemble du pays à l'échelle de la région, c'est à l'instar des pays de la région. Et de ce fait, aujourd'hui, nous avons un Hezbollah extrêmement puissant, mais qui n'arrive pas à tout contrôler parce qu'il y a cette répartition des pouvoirs. Alors, à l'occasion des funérailles, justement, du général Wissam al-Hassan, tué vendredi, l'opposition libanaise, elle, a transformé immédiatement les obsèques du général en une manifestation géante contre la Syrie, et au fond, en presque demandant que le gouvernement démissionne. Quelle est la réalité de cette question-là ? On lit dans l'éditorial de L'Orient le Jour aujourd'hui que ce serait au fond vouloir remplacer du vide par du vide, et qu'évidemment ça, c'est pas une équation acceptable. L'opposition a agi de façon désordonnée. Il y avait la volonté d'en finir avec Mikati, mais en même temps, il n'y avait pas les moyens d'en finir. Et en plus, ceux qui ont tenté de prendre d'assaut le siège du gouvernement, eh bien, ont été rappelés à l'ordre une fois qu'ils ont franchi les premières grilles. Ils ont été rappelés à l'ordre pour se retirer. Tout cela est intervenu au moment où, côté Paris, côté Washington, on a appelé les ministres des Affaires étrangères, que ce soit Clinton ou Fabius, ils ont appelé Hariri en lui disant « Stop, il ne faut pas occuper le siège du gouvernement, il faut retirer vos hommes. » Et Hariri, qui n'a pas osé rentrer dans le pays... Mais pourquoi ? Parce qu'il ne pourrait pas, de fait, les forces ne sont pas assez... Mais ça veut dire... Quelles sont les forces en présence pour qu'on comprenne bien ça ? Ça veut dire ajouter du chaos au chaos. Ce n'est pas en dégommant Mikati que la solution sera présente le lendemain. Ça veut dire que la Syrie qui voulait instaurer le chaos, si jamais ça devait arriver, eh bien c'était réaliser le vœu de la Syrie. Or, il faut de la stabilité au Liban, il faut arrêter les dégâts, il faut réfléchir, préparer l'après-Mikati avant de le chasser du siège du gouvernement. Il faut arrêter cette course affolé vers le chaos. Mais cela dit, faut-il attendre que Bachar al-Assad tombe en Syrie pour qu'éventuellement le Hezbollah tombe au Liban, ou faut-il l'anticiper comme le voudrait peut-être quand même l'opposition ? Le Hezbollah, aucune force politique libanaise n'est capable de le dégommer aujourd'hui. Il y a des germes au sein de la communauté chiite, et là je rejoins Frédéric Lafont, des germes d'opposants qui disent au Hezbollah, arrêtez de nous entraîner dans une guerre contre Israël, et maintenant dans une guerre contre les Syriens qui sont opposants à Assad. Regardez ce qui est l'intérêt du Liban, l'intérêt de la communauté, et ne nous entraînez pas dans des guerres qui ne nous concernent pas. Ce discours-là commence à être élevé publiquement, solennellement, mais il faut attendre que le démantèlement du Hezbollah prendra du temps. Il faudrait que les circonstances régionales
y contribue, à commencer par l'affaiblissement de l'Iran et par la chute du régime d'Assad. Mais il ne faut pas l'oublier, le Hezbollah dispose de 60 000 missiles, d'un service de renseignement extrêmement puissant, d'une imbrication à l'intérieur de l'État qui fait qu'il contrôle le gouvernement. 8h17, la chronique de Brice Couturier. Assiste-t-on à éventuellement la naissance d'un nouveau mouvement au Liban, Brice Couturier? Ben oui, ça y ressemble parce que souvenez-vous de l'assassinat de Rafik Hariri, le leader politique sunnite, plusieurs fois président du Conseil, qui fut le 14 février 2005 la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Cet attentat, d'une violence et d'un niveau de préparation tel qu'il ne pouvait avoir été commis qu'avec la participation d'un État étranger, fut à l'origine de la révolution du Cèdre. Un mois plus tard, jour pour jour, le 14 mars, un tiers de la population libanaise était dans la rue, unie autour d'une revendication commune, les Syriens doivent partir et le Liban recouvrer sa pleine souveraineté. Et l'armée syrienne fut contrainte d'évacuer le Liban le mois suivant. L'attentat de ce week-end contre le général Wissam el-Hassan, lui aussi connu pour son hostilité au régime de Damas, peut-il enclencher une nouvelle révolte populaire contre le grand voisin syrien? Depuis le début de la révolte en Syrie, les Libanais craignent la contagion. Jusqu'à présent, elle n'avait touché que la grande ville du Nord, Tripoli, qui compte une importante minorité alaouite, la secte à laquelle appartient le clan Assad au pouvoir à Damas. Mais l'attentat d'Ashrafieh, vendredi dernier, montre que le régime syrien aux abois est déterminé pour gagner un sursis à mettre le feu chez ses voisins. En agitant la menace d'une apocalypse dans la région, il vise en particulier le petit Liban, cette société multicommunautaire dotée d'un État fragile où 15 ans de guerre civile a provoqué la mort de plus de 150 000 personnes. Alors c'est une issue évidemment que toutes les forces politiques libanaises disent vouloir éviter à tout prix, n'ont pas envie de voir recommencer les horreurs de la guerre civile, mais comment les sunnites que visent particulièrement ces attentats pourront-ils tolérer longtemps que le chef du courant du futur, qui les représente, Saad Hariri, le fils de Rafik, donc, soit contraint de participer à la vie politique de son pays depuis l'Arabie Saoudite, puisque sa vie est menacée dans son propre pays au Liban. C'est la rue sunnite, comme on dit là-bas, qui a conspué le Premier ministre Najib Mikati, nationaliste syrien et ami personnel de Bachar el-Assad, après l'enterrement du général Wissam el-Amin, qui repose dorénavant dans le mausolée de la mosquée Mohammed al-Amin, où repose précisément la dépouille de Rafik Hariri. Nous en avons assez de pleurer et d'enterrer nos morts en nous croisant les bras, a déclaré le moufti Oussama Rifaï. Il y avait aussi dans la rue des druzes et des chrétiens, mais les slogans désignaient comme responsables de ce nouveau massacre le Hezbollah chiite, allié de Damas et de Téhéran, qui dispose au Liban d'une milice armée. Alors le président de la République, Michel Sleiman, connu pour avoir constamment observé une stricte neutralité, a accusé implicitement la Syrie d'être, comme les Syriens, d'être les commanditaires de ce nouvel attentat. C'est d'ailleurs un secret de polichinelle. Quant aux chrétiens des forces libanaises de Samir Jaja, il ne cache pas qu'il veuille tirer comme conclusion de cet attentat que le temps est venu au Liban d'une recomposition. Est-ce à dire que le Hezbollah devrait rendre ses armes le jour où le clan El-Assad tombera enfin à Damas? En tout cas, le Hezbollah, qui se comporte comme un État dans l'État et contrôle des régions entières du Liban, a tout à perdre, c'est sûr, à la chute de la dynastie El-Assad. On lira sur le site de L'Orient le Jour le très beau texte du poète Fadi Noun, appelant les Libanais, tu l'as vu, à ne pas s'engager dans le cycle sans fin de la vengeance et des représailles. Ne faisons pas le jeu des commanditaires de cet attentat, a averti également Michel Sleiman. Mais force est de constater qu'il va devenir difficile aux Libanais de garder leur calme face à la tentative désespérée d'un voisin aux abois pour exporter sa guerre. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Je vous laisse répondre, Antoine Bazous et Frédéric Lafont, mais auparavant juste ce petit rappel archive retrouvé par Christophe Payet. Nous sommes sur France 2 le 14 février 2005. 13h à Beyrouth, une énorme explosion secoue le quartier des Grands Hôtels. Le front de mer tout juste reconstruit est immédiatement transformé en champ de bataille. Dans la panique, des passants tentent de sortir les passagers des voitures en feu avant d'en être empêchés par l'intensité des flammes qui atteignent parfois plusieurs mètres de haut. Quand ils parviennent encore à extraire une victime de cette voiture officielle, escortée d'une 4x4 de garde du corps, ils comprennent que l'attentat visait l'ancien Premier ministre Rafik Hariri qui mourra avant d'arriver à l'hôpital. 350 kilos d'explosifs auraient été utilisés dans cet attentat, une quantité énorme, comme en témoigne le cratère laissé par l'explosion. Dans les immeubles alentours, des pans de murs entiers se sont effondrés. Des dizaines de voitures ont été détruites. 9 personnes ont été tuées, plus d'une centaine ont été blessées ou brûlées. Bilan toujours très provisoire.
Rafik Hariri, ancien Premier ministre et milliardaire qui avait fait fortune en Arabie Saoudite, était l'homme qui avait reconstruit Beyrouth après 15 ans de guerre civile. Il incarnait surtout la volonté d'indépendance des Libanais qui voulaient s'émanciper de la tutelle syrienne. Voilà, c'était donc le 14 février 2005, l'assassinat, l'attentat contre Rafik Hariri. Antoine Basbous, est-ce qu'on est dans une configuration similaire aujourd'hui ? La différence entre 2005 et aujourd'hui, c'est que le peuple est un peu épuisé et que la peur s'est installée. Figurez-vous que sur les nombreux dirigeants du 14 mars, il n'y en avait que 2 à l'enterrement du général El Hassan, tout simplement parce que les autres ont vraiment peur. Le fils de Hariri, Saad al-Hariri, est exilé en Arabie Saoudite entre Jeddah et Paris. Le chef des forces libanaises, Sami Jaja, qui a été la cible d'un attentat, ne sort que très rarement. Idem pour Jumblat, qui lui est emmuré chez lui à Beyrouth, et pour partir de Beyrouth à Mortara dans le Chouf, eh bien, il prend toutes les précautions possibles et imaginables avec des voitures banalisées à des heures impossibles. Donc, de ce fait, la peur s'est installée. Il y a 4 militaires importants qui ont été assassinés sans doute par la Syrie. Il y a une quinzaine de dirigeants politiques qui l'ont été depuis 2005, sans compter ceux qui l'ont été auparavant par les soins de la Syrie, parce que le dénominateur commun de toutes ces victimes, c'est leur hostilité à la Syrie. Donc la peur est là, et aujourd'hui, après la révolte, le premier, à vrai dire, printemps arabe, c'était à Beyrouth en 2005, mais ce printemps a avorté tout simplement parce que la gestion de ce printemps n'était pas à la hauteur des aspirations, et parce que il y a eu des élections dans lesquelles on a noyé le poisson. Il n'y a pas eu une dynamique qui permettait d'en finir avec ce printemps et de réaliser quelque chose, de chasser du palais de Baabda l'ancien président de la République qui a été installé par les Syriens. Et dans la mesure où ça n'a pas été fait, eh bien, ce printemps de 2005 a avorté. Je précise à Walid Jumblat qui, justement, dans l'Orient le jour, exhorte le mouvement du 14 mars à ne pas tomber dans le piège tendu par le régime syrien. Le meilleur hommage, dit-il, que l'on puisse rendre au martyr Wissam al-Hassan est de resserrer les rangs autour de l'État et d'élever le niveau de coordination entre les divers services de sécurité pour éviter de tels événements. Brice Couturier ? Oui, dans l'Orient le jour, on commence à parler d'une chose un peu troublante, c'est la partition du pays, pure et simple. On commence à dire, du côté chrétien notamment, puisqu'on ne peut pas survivre ensemble, et que de fait le Liban est partagé déjà entre plusieurs de ces communautés, abolissons carrément le vivre ensemble et puis vivons chacun pour soi. Est-ce qu'on peut en arriver à l'explosion, à l'implosion du Liban sur ce schéma-là, Antoine Basbous ? Je ne pense pas, tout simplement parce que il y a un tel engagement territorial, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de zone totalement chiite, totalement sunnite ou totalement chrétienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur du pays, la partie centrale de la montagne est essentiellement chrétienne. Donc il n'est pas facile, il n'est pas aisé, sauf à engager une nouvelle guerre, à faire une épuration supplémentaire, ce qui ne doit pas être à l'ordre du jour. Je pense que toutes les puissances amies du Liban poussent ce pays au calme, poussent ce pays à la stabilité. Ils ne veulent pas jouer le jeu syrien, c'est-à-dire de précipiter le Liban dans le chaos. C'est ça qui ferait plaisir à la Syrie, c'est-à-dire d'exporter sa propre crise chez les voisins. Ils l'ont essayé de le faire vers la Jordanie, ça n'a pas vraiment marché. Vers la Turquie, ça a quand même eu quelques effets. Et les Turcs ont réagi très vite en soustrayant les réfugiés syriens de la zone occupée ou peuplée par les Alévis turcs, qui sont les cousins des Alaouites syriens, pour qu'il n'y ait pas de heurts entre les Turcs alévis et les réfugiés syriens qui sont globalement, majoritairement sunnites. Frédéric Lafont, vous avez constaté tout de même que les quartiers s'organisent de plus en plus, au fond, en communauté et sont de moins en moins hétérogènes. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'ils s'organisent, mais c'est un des résultats de la guerre, effectivement, c'est que les quartiers sont plus homogènes. Enfin, on parle de pureté ethnique dans l'horreur des guerres et des Balkans, mais enfin, ils sont plus homogènes qu'ils ne l'étaient auparavant. Oui. Vous avez rencontré, vous nous avez apporté un extrait de votre documentaire, le témoignage de Mustapha. Oui, c'est cela, ex-combattant à Mal,
qui est rentré dans la guerre dans les années 70, je pense de l'année 78, comme dans un jeu. Il décrit très bien, dit on voyait les grands faire la guerre, nous on jouait aux gendarmes et aux voleurs, on pensait que c'était un jeu, on nous avait juste oublié qu'on mourait dans la guerre, et puis il aura participé à tous les combats jusque dans les années... Donc lui est un chiite proche du Hezbollah, du mouvement Hamas. Et il se retrouve tout de même à vous parler aussi quand même de lassitude. Il dit les guerres aussi sont comme un repas. Si on ne veut pas y participer, si on ne veut pas en manger, on ne peut pas nous forcer. Quand moi j'étais amené à faire la guerre contre mes frères du Hezbollah, j'ai refusé cette guerre. Comme vous savez, la région est un volcan au bord de l'explosion. Tout ce qui s'annonce dans cette partie du monde n'est pas de bon augure. On peut se sentir proche des uns ou des autres, mais ceux qui sont en train de s'enflammer sont nombreux. On s'enflamme au nom des religions ou de la démocratie. Regardez l'Égypte et la Syrie. Ici, au Liban, nous sommes dans le cratère du volcan. Ce qui s'est passé en 1975, au début de la guerre, ce n'était rien en comparaison. Les enjeux de 1975 étaient dérisoires si on les compare à ceux d'aujourd'hui. Ici, si un bout de terrain n'a pas de propriétaire, tout le monde veut se l'accaparer. Ça n'annonce rien de bon. Si ça continue comme ça, on aura des confrontations sunnites contre chiites partout dans la région. Et vous savez, on n'est pas en Chine. Par ici, il n'y a pas de bouddhistes non violents. La région est bondée de sunnites et de chiites. Quel est notre avenir? On va vers l'éclatement de nos pays, c'est ça? L'histoire qui est en train de se jouer est plus grande que moi et je n'y peux rien. On va être ses victimes, vous et moi, nous tous. Des centaines de milliers de personnes vont la subir et vont périr. Et cette histoire ne se limite pas qu'à quelques quartiers exposés, non. On parle là de pays entiers qui vont s'effriter. Des nations entières se dirigent vers le morcellement. On va redevenir des tribus comme avant l'islam, et on va bien en souffrir. Voilà, c'est un extrait de votre film qui est en cours de montage, Oui. que vous nous avez aimablement donné, Frédéric Laffoin. Un commentaire, une réaction, Antoine Basbous? C'est très représentatif de l'état d'esprit qui se trouve dans la région. C'est un conflit entre l'Iran chiite qui veut exercer une hégémonie, qui a, après la chute de Saddam Hussein en 2003, a réalisé le croissant chiite de la Caspienne jusqu'à la Méditerranée, et les sunnites dirigés par l'Arabie, une Arabie wahhabite qui à l'exportation s'appelle salafiste, et que donc, comme les sunnites sont majoritaires dans l'islam, ils ne veulent pas être dominés par la minorité chiite, et ce sont à vrai dire deux radicalités qui s'affrontent, deux radicalités assez aveugles qui s'affrontent à l'échelle de la région, et le Liban est devenu le théâtre de cet affrontement, tout comme la Syrie. Mais qu'est-ce qui fait qu'au fond, quand on entend, par exemple, justement, ce témoignage de Amal, Moustapha, ex-combattant Amal, oui. On se rend compte qu'on n'est pas très loin de ce que disait, pourtant, il y a déjà longtemps, et avant que lui aussi meure dans un attentat, Samir Kassir, qui parlait du malheur arabe, qui parlait au fond de cette idéologie négationniste, le millénarisme morbide des dirigeants et des chefs religieux qui passent scandaleusement sous silence toutes les avancées décisives de la culture arabe moderne. Alors qu'est-ce qui fait qu'au fond, tout de même, si les connexions de par les communautés peuvent dire grosso modo la même chose en parlant de ce mal arabe, qu'est-ce qui fait que les choses chaque fois soient finalement au bord du chaos? On sait bien la formule de l'Orient compliquée et complexe. Vous le dites, les Alévites turcs sont les cousins des Alaouites syriens. Donc on voit bien que tout ça évidemment est très complexe. Mais comment ne voit-on pas l'issue? Eh ben, j'ai les mots de Samir Kassir sous les yeux. Samir Kassir, qui lui aussi a été assassiné en 2005. Il garait sa voiture au même endroit tous les jours, Ouais. une sorte de défi en disant je sais bien que ça risque de m'arriver, mais je ne céderai pas à l'intimidation. Et il en est mort. Oui, Frédéric Laffoin. Et Samir Kassir écrivait donc: l'inexorabilité de la violence ne signifie pas que le destin du Liban était tracé d'avance, que la guerre était une nécessité et son incessante reproduction une fatalité. Et je pense que justement, la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'entend que ces passions destructrices, ou si on pense qu'il y a une société civile qui résiste encore aujourd'hui? On peut voir aussi dans ce qui se passe aujourd'hui le fait qu'on n'est pas comme ça à l'instinct, de façon pavlovienne, dans la guerre et dans l'idée que la destruction de l'autre va amener une solution au pays. Si on essaie de retourner au fond de manière plus positif, si j'ose dire, l'analyse de ce qu'on est en train d'essayer de comprendre en ce moment au Liban, Antoine Basbous. Est-ce que la société civile, malgré tout, toute communauté confondue, est plus forte, entre guillemets, par son calme pour l'instant, vis-à-vis des événements qu'on lui soumet et qu'on lui projette tout le temps à coups d'attentats et d'assassinats?
Est-ce que vous avez une sorte de confiance dans cette société civile-là, ou est-ce que là aussi, tout de même, les choses sont à nouveau plus difficiles? Je dirais que la colonne vertébrale de la société n'est pas laïque. Et de ce fait, la référence reste la religion. Le réseau le plus accompli, c'est celui des mosquées, c'est celui des communautés, c'est celui des églises. Et de ce fait, il y a une crispation identitaire plutôt communautaire et communautariste. Et avec ces gens-là, vous allez retrouver une minorité de laïcs éclairés, comme Samir Kassir, qui vont se projeter au-delà des communautés et qui vont prôner une société un peu à l'occidentale, dans laquelle toutes les communautés peuvent vivre, cohabiter, mais dans un esprit laïque. Or, en islam, il n'y a pas d'esprit laïque, il y a une proximité structurelle entre le politique et le religieux. Donc ça c'est le vrai défi du Liban et des Libanais. C'est un défi culturel, structurel, que je ne pense pas pouvoir dépasser dans le moment. Alors, ça veut dire qu'il faut ajouter de la sociologie à la politique, pardonnez-moi, Antoine Basbous, et au fond, reprocher, comme certains le font, à Amin Malouf, dans son si beau roman Les Désorientés, que quand il déplore au fond que, je le cite dans Les Désorientés, nous allons assister à la fin de notre civilisation, la belle civilisation levantine, certains disent, oui, mais ça, voilà, c'est un discours de bourgeois éclairés, qui plus est exilés. D'abord, la belle société levantine, moi je ne l'ai pas trouvée très belle. Il n'y a pas eu une décennie de tranquillité, de paix, de stabilité, de prospérité. Il n'y en a pas eu vraiment. Il y a toujours eu des clashs. Bon, on rêve, on dépeint un rêve, on voudrait qu'il se réalise. Il ne s'est pas réalisé dans le passé, ne se réalisera pas. Des clashs, vous savez, regardez, Amin Malouf, toujours, je le cite. Mes amis appartenaient à toutes les confessions et chacun se faisait un devoir, une coquetterie de railler la sienne, puis gentiment celle des autres. Nous étions l'ébauche de l'avenir, mais l'avenir sera resté à l'état d'ébauche. Il ne dit pas que tout était bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est un esprit laïque, Amin Malouf. Ses amis, ce ne sont pas les muftis les plus radicaux. Ses amis sont des musulmans de toute communauté qui sont comme lui, qui sont ouverts, qui ont l'esprit critique, qui commencent par critiquer les leurs avant de s'autoriser de critiquer les autres. Et entre une bande de cette qualité, il n'y a pas de souci. En revanche, quand vous revenez dans la rue profonde, quand vous allez assister aux prêches les vendredis, eh bien là, vous sortez avec un autre état d'esprit. Aujourd'hui, il y a des muftis qui prônent la haine publiquement par rapport à l'autre communauté. Il y a un phénomène salafiste qui s'est instauré au Liban pour combattre le Hezbollah chiite. Et là, nous sommes en face d'une renaissance des radicalités sunnites et chiites. Hezbollah contre salafistes, avec l'argent et les missiles, l'argent pour les deux parties, pour le Hezbollah, les missiles et l'argent qui proviennent de l'Iran et de la Syrie. Donc la situation n'est pas aussi satisfaisante qu'entre bandes de gens, de copains, éduqués, civilisés et laïcs. Brice Couturier. Oui, moi j'ai connu le Liban dans les années 60 et je pense, moi j'y crois à la civilisation levantine. Ce que j'ai connu du Liban, j'étais bien jeune, je me rendais peut-être pas compte de tout, mais ce que j'ai eu sous les yeux, c'était une société parfaitement équilibrée entre ces différentes communautés. Mais par contre, moi je voudrais invoquer aussi ici Amin Malouf, mais pour un autre ouvrage, c'est son fameux livre Les identités meurtrières, où il montre effectivement comment ces identités se sont radicalisées progressivement au cours des années 70 et 80. Et je voudrais aussi faire un parallèle avec ce qu'on a chez nous, parce qu'après tout, nous aussi, nous sommes engagés dans un phénomène multiculturel. Et s'il y a des effets de la guerre civile syrienne au Liban, il y en a aussi en France. Je pense à l'appel lancé hier par Kouchner, BHL, Glucksmann et quelques autres pour une intervention en Syrie. Et je pense aussi à ce remarquable article, encore une fois paru dans l'Orient le jour, sa partie littéraire de Farouk Mardam Bey, qui est donc qui dirige chez nous en France des éditions Sinbad chez Actes Sud, qui a fait un formidable papier pour demander. Il comprend bien que l'extrême droite française, par exemple Frédéric Chatillon, un gros bras du Front National, dit-il, soit le diffuseur en France de la propagande du régime syrien. Il dit c'est pas difficile à comprendre, mais qu'une partie de la gauche, de ses propres amis, encourage le régime syrien sous prétexte qu'il incarnerait je ne sais quelle laïcité, neutralité, et surtout qu'il serait opposé à l'axe, au fameux complot américano-saoudo-qatari, pour citer toujours cet auteur. Il trouve ça très étonnant. Et c'est vrai qu'en France, on a une répercussion inattendue de ce conflit syrien, avec ce clivage, une bonne partie de l'extrême droite appuyant
animant même des sites pro-syriens de propagande pro-Assad sur notre territoire, et puis une partie de la gauche qui, au nom de l'anti-impérialisme, soutient étrangement le régime d'Al-Assad, d'ailleurs comme ils avaient soutenu le régime de Saddam Hussein autrefois, parce que là encore, c'est attaqué par le méchant Satan américain. Alors, Antoine Bazbous et Frédéric Lafont. Antoine Bazbous. Ce qui caractérise la société libanaise, je vais prononcer un mot qui va peut-être m'être reproché, c'est le sida politique. C'est quoi le sida politique? C'est-à-dire le manque d'immunité politique. Quand l'Iran a voulu investir au Liban, c'est l'ayatollah Khomeini de sa propre main qui a créé le Hezbollah en 1983. Et ça, c'est écrit dans le livre qui retrace l'histoire du parti du numéro 2 du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem. Il dit c'est Khomeini en présence de 7 personnes, voici les noms qui a signé ce décret. Et avec le décret de la création du Hezbollah depuis Téhéran, il y a eu des milliards et des dizaines de milliers de missiles et d'entraînements et de passes d'armes, ainsi de suite. Avant Khomeini, quand Nasser était là, eh bien les Libanais ont beaucoup applaudi Nasser, et de façon inconditionnelle. Quand Arafat était là, il était devenu le roi de Beyrouth pendant plusieurs années. Et quand vous étiez à Beyrouth dans les années 60, monsieur Couturier, eh bien, il fallait se rappeler que 58, il y a eu une petite guerre. Et 69, c'est-à-dire 11 ans après, il y a eu le déclenchement d'un conflit entre l'armée libanaise et les forces d'Arafat. Et 73, puis 75, c'est le déclenchement d'une guerre. Bref, c'était toujours un facteur extérieur au pays. Qui peut guérir c'était soit l'OLP, soit les Iraniens, mais justement, soit les Syriens, mais c'était jamais des conflits entre Libanais eux-mêmes. Justement, il faut immuniser les Libanais contre le virus extérieur. Pourquoi aujourd'hui les Libanais doivent-ils se mêler de ce qui se passe en Syrie? Il faudrait l'applaudir à distance, en restant distants. Si les Libanais veulent se comparer à la Suisse, eh bien la Suisse ne rentre pas en conflit avec ses voisins. Les Suisses sont d'abord Suisses, ensuite Européens. Il faudrait que les Libanais aient cet état d'esprit en cherchant leur propre intérêt, l'intérêt de leur propre pays, avant de devenir le jouet des puissances régionales. J'ai vu Frédéric Lafont. J'ai évidemment rencontré d'autres Libanais que ceux dont parle Antoine Bazbous. J'aimerais me faire écho ici d'un sans-voix, d'un milicien chrétien, parce que je pense que le problème n'est pas que du côté de l'islam dans ses radicalités. Je pense qu'il est bon de le rappeler. Il dit « Ce ne sont pas les parents qui apprennent aux enfants à porter les armes ou à tuer, mais ce sont les armes qui emportent les enfants. Et on se retrouve aspiré par la guerre. Au début de la guerre, tu te retrouves avec une arme à la main. Avant la bataille, il y a toujours quelque chose qui te pousse à sortir du jeu, quelque chose qui t'empêche d'avancer. Mais une fois que tu utilises ton arme, c'est elle qui prend la relève. L'arme devient le cerveau, pas seulement l'outil. Et c'est plus toi qui fonctionne, c'est ton arme. L'expérience que j'ai vécue, je la souhaite à personne, et j'espère qu'on ne la répétera plus jamais. On s'est rendu compte que ceux qui étaient en face de nous, c'était des êtres humains. Avant tout, en face, c'est toujours quelqu'un, et c'est ce qu'on ne pouvait pas voir quand on était dans notre tunnel. Je voudrais... Une petite remarque sur le sujet. Vous avez au Liban 2 projets hégémoniques. L'un porté par l'Iran, à travers le Hezbollah, l'autre porté par l'Arabie et les puissances sunnites, à travers les salafistes et autres communautés de cette nature-là. Et le projet iranien étant porté également par la Syrie. Oui, le projet iranien repose sur ce croissant chiite dont la Syrie est un pilier central. Alors, les chrétiens dans cette affaire sont quelque part... cherchent leur sauvegarde. Il n'y a pas de projet hégémonique. Le Vatican, ils fuient de toute façon. Oui, mais le Vatican n'a pas de projet hégémonique ni sur le Liban ni ailleurs. Donc ils sont sur la défensive, ils sont dans la sauvegarde. Et ils ne sont pas défendus par l'Europe ni par l'Occident, contrairement à ce qu'on croit. Alors que les autres sont défendus par un pays puissant qui est derrière eux. Et pour ajouter un petit peu de complexité, la communauté chrétienne n'est pas homogène non plus par rapport à la question syrienne. Tout à fait. C'est moitié. La communauté chrétienne n'est pas embrigadée ni par les salafistes chrétien, ni par un Hezbollah chrétien. Elle est
diverses, multiples, ce qui fait qu'elle a des amis dans tous les camps, mais parfois, ce que personnellement je regrette, elle est aussi alignée sur des puissances régionales, et ça, c'est pas très bon. On a reçu à France Culture, j'ai reçu à France Culture le général Aoun, c'était très intéressant, parce qu'il y avait 3 ou 4 gardes du corps tout autour de lui, tout l'immeuble était cerné, etc., c'était phénoménal. Aoun est rentré au Liban comme une espèce de Gaulle qui devait porter une espèce de voix nationale libanaise, et puis il s'est aligné complètement sur l'Iran, et il est devenu l'otage du Hezbollah. Expliquez-moi ça, j'ai toujours pas compris pourquoi. Écoutez, il faut peut-être s'adresser à un porte-parole de général Aoun pour pouvoir expliquer c'est un chrétien, il faut Moi, préciser. je me pose la même question que vous. Je n'ai pas compris comment le général Aoun, qui a fait sa popularité sur la libanité, sur l'identité libanaise, et en étant hostile à toutes les occupations palestiniennes, syriennes, israéliennes et même iraniennes, puisqu'il y avait des passedarans quand il était chef de l'armée qui était au Liban, et une fois retourné au Liban, il a retourné sa veste, et aujourd'hui il est le premier allié de la Syrie et de l'Iran au Liban. C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Frédéric Lafont. Juste, je tiens à rappeler que ce que Antoine Basbous dit de la communauté chrétienne, je l'ai vu, je l'ai vécu de la même façon au sein de la communauté chiite et de la communauté sunnite. Il y a des diversités, des communautés. Tout le monde n'est pas derrière son leader. Le vote auquel vous faisiez référence tout à l'heure, Monsieur Basbous, on sait très bien que des personnes peuvent, par peur, aller voter pour des personnes qu'ils considèrent comme des voyous dans un moment où un État est faible et qu'il y a ces diversités de part et d'autre. Je connais des personnes qui, en plein quartier Hezbollah, mènent des fondations qui vont à l'encontre du Hezbollah, qui font ça au péril de leur vie. Je veux dire, à un moment, ne pas rendre hommage à ces gens-là en espérant qu'ils ont la possibilité de sortir du tunnel dont je parlais et qu'ils incarnent le Liban de demain qu'on devrait soutenir pour dépasser ces schémas du passé qui ont mené ce pays au gouffre et qui aujourd'hui n'est plus rien, parce que quand même, il faut bien dire les choses comme elles sont. Finalement, le Liban, dans nos imaginaires, représentait beaucoup. Le Liban, pour l'homme de la rue, est synonyme de guerre. Ah, mais il y a un fantasme orientaliste du Liban, mais aussi, exactement. Hein, tout de même, y compris dans cette question de... Mais aujourd'hui, le Liban est sur la touche. Et que quelque part, après des attentats gravissimes comme ceux de vendredi, on a envie de retrouver des repères, de dire, ça y est, ça va repartir, etc. Mais en allant dans ce sens-là, on participe aussi du pire. Et il y a une population civile libanaise qui, dans toutes ces communautés, n'a plus le droit de la parole, est écrasée par ces leaders politiques qui sont pour beaucoup d'anciens criminels de guerre. De temps en temps, elle se manifeste. Je vous propose d'écouter cette archive aussi, choisie par Christophe Payet. Nous sommes en mars 2011. Plusieurs manifestations rassemblent près de 20 000 Libanais pour la laïcité, qui dénoncent le régime confessionnel comme principal facteur de corruption. Et c'était donc c'est un document de L'Orient le Jour du 6 mars 2011. On ne veut pas les personnes fanatiques, qu'elles soient au régime. On veut régler le pays dans un système laïque. Et que chacun pratique sa religion dans sa maison, dans sa vie privée. Et non pas dans le Parlement. Je suis fâché avec tous mes frères, mes sœurs, mes pères, mes mères libanais. Parce que tout le monde se plaint du gouvernement, sachant que le gouvernement n'est pas bon, il est divisé. C'est-à-dire, divisez-vous pour mieux régner. C'est ça le gouvernement libanais. Et le problème, c'est qu'il y a 18 partis politiques qui sont en même temps des partis religieux. Ça fait que chaque chef de parti est adoré par, comment on dit, Chab en français déjà. Par sa confession en fait. Voilà. Pour un Liban nouveau et neuf, il faut que tout le monde soit uni. Donc je suis fâché avec tous les jeunes du Liban qui sont chez eux à la maison, qui se plaignent comme moi, mais qui ne viennent pas marcher. Je suis sûr que si on continue à se plaindre, plus on sera nombreux et plus on va gagner. Antoine Basbous. Écoutez, la caricature ne vaut pas en sciences politiques. 100% des députés chiites sont Amal et Hezbollah. Quasiment 100% des députés sunnites sont du courant du futur. 50% des députés chrétiens sont partagés entre plusieurs bords. Donc l'embrigadement n'est pas chez les chrétiens, il est ailleurs, mais la situation est en train de changer dans la mesure où le Hezbollah et ses soutiens, ses parrains sont en train de s'affaiblir. Eh bien, des voix commencent à s'élever dans la communauté chiite pour dire arrêtons de nous engager sur tous les fronts contre Israël, contre le peuple syrien et contre nos compatriotes. Donc il y a un réveil, mais il faudrait laisser du temps à ce réveil pour s'exprimer. Mais alors voilà, pour boucler la boucle par rapport au début de l'émission et à l'actualité la plus immédiate, Antoine Basbous, tout de même, la Syrie a bien intérêt, malgré tout, à ce que quelque chose
éclate finalement, dans un sens ou dans l'autre, pour faire quoi, une sorte de diversion au Liban. La Syrie a voulu exporter Parce que la Syrie son conflit. pourrait du coup se mettre en position d'un bouclier à terme et dire au fond il faut qu'on reprenne la main vraiment sur le Liban. La Syrie, non, il n'est pas question que la Syrie puisse reprendre la main. Ce régime n'arrivera même pas aujourd'hui. Je vous pose la question. À contrôler Damas. Alors 65% du territoire syrien échappe au régime d'Assad, ça c'est une certitude. Donc le rêve de revenir au Liban n'est pas possible. Ça c'est pas concevable. Mais de faire diversion quand même. En revanche, la diversion est là. L'exportation du conflit en Turquie, en Jordanie et au Liban est un projet syrien. La Syrie Assad plutôt, voudrait alourdir le coût de sa chute en l'associant à la chute d'autres régimes à côté, en semant le chaos à côté pour lancer le signal à la communauté internationale, arrêtez les frais, soutenez-moi pour reprendre mon poste à Damas, et comme ça, je vous assure la garantie de la sécurité et de la stabilité dans mon voisinage. Donc la Syrie veut exporter son conflit pour rendre plus cher, plus coûteux sa propre chute. Et alors, pardonnez-moi, mais nous n'avons pas parlé, et c'est une faute, d'ailleurs peut-être pris ça encore, mais pour compliquer les choses un peu plus, nous n'avons pas prononcé le nom d'un voisin, quand même. Et c'est ce que j'allais faire. On pense au même, Marc. Ouais. Je voudrais prendre un parallèle avec l'Europe centrale de l'entre-deux-guerres. C'est Israël. Attends, j'y viens. Dans l'Europe centrale d'avant-guerre, il y avait des fortes minorités hongroises, notamment en Slovaquie. Il y avait de fortes minorités allemandes, on s'en souvient, en Tchécoslovaquie, en Pologne. Et toutes ces minorités étaient appuyées par un État puissant qui était derrière elle et qui disait attention, si vous ne respectez pas les droits culturels de ma minorité, vous allez avoir des ennuis. Et avoir des ennuis avec le Reich hitlérien en particulier, c'était plutôt risqué, comme la Tchécoslovaquie l'a appris à ses dépens, elle qui respectait parfaitement ses minorités. Mais il y avait une minorité qui n'avait pas d'État derrière elle, c'était les Juifs. Parce qu'il n'y avait pas d'État d'Israël à l'époque. Et les Juifs étaient en première ligne et très exposés. Et quand il y a eu les épurations ethniques, quand les empires totalitaires soviétiques et nazis se sont ligués pour écraser ces petits peuples, ceux qui ont été évidemment les plus persécutés et qui ont failli disparaître de la carte de l'Europe, c'était les Juifs. Aujourd'hui, sans faire un parallèle, mais enfin, il y a la question, vous le disiez, les chrétiens ne sont pas soutenus. Les sunnites, les communautés sunnites sont soutenues par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les communautés chiites sont soutenues par l'Iran et la Syrie. Et les chrétiens, nous les avons abandonnés. Et c'est tout juste si nous acceptons de les faire rentrer ici, quand ils essayent de fuir cet endroit qui est devenu un enfer pour eux, nous leur comptons les visas. C'était juste cette petite remarque. Antoine Bazbous. C'est vrai qu'il n'y a pas de projet chrétien, il n'y a pas d'empire qui soutienne ces chrétiens, il n'y a pas d'hégémonie à exercer, simplement ils sont sur la défensive. Et l'Occident, comme il n'est pas communautariste, eh bien, il ne se reconnaît pas comme un soutien à une communauté. On n'est plus à l'époque coloniale. Aujourd'hui, c'est la stabilité qui est recherchée. Et quand les musulmans s'entretuent entre eux, dire sunnites contre chiites, ils ne vont pas épargner des gens qui ne sont ni sunnites ni chiites. Ils vont faire les frais de cette bataille fratricide. Merci Antoine Bazbous, Frédéric Lafond d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle Antoine Bazbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, Frédéric Lafond, documentariste. Alors vous êtes quand même, pour finir sur une note plus légère, en plein montage. Quel est votre souci majeur? J'imagine que vous devez avoir une monteuse patiente parce qu'il faut équilibrer territoire par territoire, confession par confession. Quand on fait un documentaire pour France 5 qui va durer 3 heures, ou est-ce que vous vous en foutez, si j'ose dire, comme ça? Non, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut justement à chaque fois il y a un souci, reproduire la complexité du territoire? Il y a un souci onusien de bien traiter les personnes qui sont dans ce film et d'aller dans différentes communautés, différentes générations. Que vous pensez combattantes et non combattantes, pour à un moment avoir une parole autre que de dire au bout de 3 ans de travail que la guerre est moche ou que les Libanais sont merveilleux ou fous. Tout l'objectif à un moment, et c'est là où ça devient absolument passionnant, c'est de voir comment des êtres qui se sont tirés dessus pendant des décennies arrivent à dire les mêmes choses à l'issue de ces guerres-là, et que la définition de l'ennemi devient à ce moment-là extrêmement complexe. On entre facilement dans les guerres, mais quand on les a fait pendant des décennies et des décennies, l'enseignement et les voix de ces gens-là, elles n'ont jamais été prises en compte au Liban, puisque l'histoire n'a jamais été écrite. Il n'y a pas de manuel scolaire aujourd'hui au Liban pour dire ce qui s'est passé après l'indépendance. L'histoire du Liban des manuels scolaires libanais s'arrête en 1943, et ceux qui essayent
au péril de leur vie de faire vivre des voix dissonantes, divergentes, on aurait dit dissidentes dans d'autres temps, sont les principales victimes de ces campagnes d'exécution. Et le cinéma, le documentaire, est une utopie. Vous allez réconcilier des gens qui, quand même, dans la réalité de ce que vous avez filmé, ne sont pas sur le point de le faire. Il est juste de dire que l'espace d'un film peut rassembler des points de vue divergents, que l'espace géographique rend difficile de faire cohabiter. Oui. Antoine Masbouz, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que le Liban trouvera plus de sérénité le jour où son environnement s'apaisera. Mais tant que les Libanais sont aussi sensibles aux influences régionales et aussi preneurs des conflits qui ne les concernent pas et aussi peu regardants sur leurs propres intérêts, l'intérêt de l'unité nationale, eh bien la tentation sera toujours là.